Voilà pour ce qui est de la lutte. Et puis, Lise Laure, vous allez rester avec nous, hein, parce qu'on va continuer à parler de sport et de culture et aussi de politique avec notre autre invité. C'est tout de suite Place au Mag. À quoi ressemblera l'Afrique en 2024? Les principales échéances politiques et électorales, les tendances à surveiller, les personnalités qui feront briller le continent et ce que cela signifie pour nous, pour les Africains. On va s'intéresser à toutes ces questions avec nos deux invités que vous connaissez bien. Seydi Kaba, bonsoir. Bonsoir. Analyste politique, habitué de nos plateaux et spécialiste du Sahel également. Et puis Lise Laure-Etia, on vient de vous voir, que nos téléspectateurs connaissent bien. Ce soir, c'est pas seulement la spécialiste de sport qu'on reçoit, mais aussi un grand témoin de l'actualité politique, sociétale, culturelle et sportive africaine que vous suivez depuis bientôt 30 ans. 30 ans, ça. TV5 Monde. Voilà. Ensemble, on va examiner les perspectives de l'année pour le continent. Politique, tout d'abord avec l'agenda des élections attendues. Tour d'horizon avec Tariq Aning-Lopi. L'Afrique va vivre une année 2024 placée sous le signe des élections. Sans compter les autres consultations, 9 présidentielles doivent avoir lieu sur le continent. Le 14 janvier, les regards seront rivés sur les Comores. Le président sortant, Azali Assoumani, est candidat pour la 4e fois. Il affrontera 9 prétendants à la magistrature suprême. Le second tour aura lieu le 24 février. Le 25, ce sera aux Sénégalais de se rendre aux urnes. Ils éliront le 5e président de leur histoire, alors que le président sortant, Macky Sall, a tenu sa parole et ne brigue pas un 3e mandat. Ma décision, longuement et mûrement réfléchie, est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Macky Sall devrait remettre les clés du pouvoir cet été alors que le Sénégal a valeur d'exemple en matière de démocratie dans la région. En Afrique du Sud, dès le mois de mai, les élections générales seront déterminantes pour l'ANC. La formation politique de Nelson Mandela se déchire. L'ancien président Jacob Zuma a annoncé le mois dernier qu'il ne voterait pas pour son parti. Le divorce est donc consommé avec son successeur, Cyril Ramaphosa, chargé de mener la campagne. Paul Kagame, lui aussi, sera candidat le 15 juillet pour un 4e mandat à la tête du Rwanda. Il dirige le pays depuis 24 ans et sa réélection fait peu de doute selon certains observateurs. En Tunisie, le président Kais Saied remettra en jeu son mandat. Après l'adoption d'une nouvelle constitution en 2022, l'objectif est clair, réaffirmer sa légitimité en tentant de faire aussi bien qu'il y a 5 ans, et c'est 72,7% des suffrages. Le 7 décembre, la présidentielle au Ghana verra s'opposer Mahamoudou Bawumia, le candidat soutenu par le président sortant, Nana Akufo-Addo, à John Dramani Mahama, ancien chef de l'État. En décembre, les Algériens doivent se rendre aux urnes avec pour l'heure une inconnue. Le président Abdelmadjid Tebboune briguera-t-il un nouveau mandat? Pour l'instant, il n'a pas fait connaître ses intentions. Autre incertitude, Gabon, Mali, Guinée, Burkina Faso et Niger. Dans ces pays, les militaires ont renversé les pouvoirs établis. Désormais, reste à savoir quand des élections auront lieu. Seydi Kaba, 2024, on vient de voir les perspectives électorales. Selon vous, est-ce que on va quand même pouvoir assister à un ancrage démocratique ou bien est-ce que cette idée, vous semble-t-il, est plutôt en recul et risque d'être en recul en 2024? Oui, il y a quand même des élections à très fort enjeu. Dans un certain nombre de pays, il s'agit simplement de simples formalités puisque les jeux sont presque faits à l'avance. C'est le cas du Rwanda, c'est sans doute le cas du Comore. Mais dans d'autres pays, on assistera à des scrutins ouverts. Quand on prend le cas du Sénégal, où le président n'est pas candidat à sa propre succession, le cas de la Namibie, où le président n'est pas candidat à sa propre succession, dans ces cas, on peut espérer des scrutins ouverts où les élections peuvent être transparentes, libres et démocratiques. Et si cela se fait, ça peut justement participer à la consolidation de l'expérience démocratique en Afrique. Mais de façon générale, ces dernières années, on a assisté quand même à un recul de la démocratie, particulièrement en Afrique de l'Ouest, où on a vu revenir les coups d'État. Les coups d'État. Lise Laure, d'ailleurs, quand vous regardez toutes ces images et quand vous avez la mémoire de ces 30 dernières années sur le continent africain, qu'est-ce qui vous, dans l'actualité, vous interpelle le plus ou vous inquiète le plus dans l'actualité qu'on vient de voir et dans ce qui pourrait se produire pour 2024? Mais j'avoue que ce qui m'inquiète le plus, ce sont quand même ces coups d'État militaires dont on parlait à l'instant, Cédric, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que les élections auront lieu. Je vois beaucoup de jeunes descendre dans la rue qui sont très excités, les uns pour la France, les autres pour la Russie. Mais je retiens quand même aujourd'hui, ce qui me rassure, c'est que je suivais une émission sur l'une des chaînes burkinabé, une enseignante qui disait nous, on ne veut ni être pour la France, ni être pour la Russie, on veut qu'on nous respecte. Et je pense que d'entendre des voix comme ça peut être rassurant pour la suite. Donc c'est l'émergence du sentiment d'une nouvelle identité, appartenance africaine
africaine très forte. Voilà. Peut-être, Sédic, en un mot, est-ce qu'il vous semble possible qu'il y ait à nouveau des coups d'État pour 2024? Ah oui, absolument. Je pense que à partir du moment où il y a une confiscation de la démocratie, les coups d'État ne viennent pas ex nihilo. Il y a des conditions de coups d'État. Si on ne prend pas garde à ne pas garantir la démocratie, des scrutins transparents, une justice indépendante, une société civile qui fonctionne, on crée les conditions des coups d'État et ce n'est pas les gens qui sont tentés par les coups d'État qui vont manquer. Dans des pays où il y aura une confiscation de la démocratie, une absence de volonté d'alternance, il est clair que des coups d'État peuvent encore se produire. Sur le continent africain, alors on a vu cette année beaucoup d'initiatives sur la scène diplomatique. Par exemple, il y a eu une tentative de médiation des pays africains dans cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, ou encore tout dernièrement, l'Afrique du Sud a lancé une requête dans la Cour internationale de justice au sujet de la guerre menée à Gaza, de la guerre menée par Israël à Gaza. Selon vous, Sédic, est-ce qu'en 2024, l'Afrique peut prendre une place encore plus importante dans le concert des nations? Absolument, je le pense. Il y a aujourd'hui un contexte qui est favorable à l'affirmation d'une voix africaine. L'Afrique est courtisée, on a vu dans le cadre de la guerre en Ukraine, autant les Occidentaux que la Russie faisaient la cour à l'Afrique pour que l'Afrique leur apporte le soutien diplomatique. Dans le cadre de la guerre au Proche-Orient aussi, il y a aujourd'hui une fenêtre d'opportunité pour l'Afrique, pour qu'elle soit entendue, pour qu'elle soit mieux considérée. Il lui appartient maintenant de construire ce rapport de force avec le reste du monde. Si elle le fait de façon coordonnée, de façon concertée, je pense que l'Afrique a une opportunité aujourd'hui pour peser dans le concert des relations internationales. En tout cas, plus que ça n'a pu se faire par le passé. Donc 2024 pourra avoir pour avoir cette tendance. Absolument, il y a cette opportunité et cet agenda-là, on vient de le voir avec le cas de l'Afrique du Sud, on vient de le voir aussi avec le cas que vous avez rappelé. Personne ne pensait que l'Afrique pourrait chercher à faire la médiation entre l'Ukraine et la Russie et être reçue avec autant de considération en Ukraine qu'en Russie. Je pense que cette dynamique-là pourrait se poursuivre. En tout cas, il y a une opportunité, il appartient maintenant aux Africains. Cette année, nous n'avons pas eu à la présidence de l'Union africaine un pays qui a un point important, mais je pense que l'année prochaine, ça va être le cas et on pourra être beaucoup plus entendu qu'on ne l'a été jusqu'ici. Lise-Laure, cette année, il y a eu, en 2023 plutôt, il y a eu le premier sommet africain sur le climat. Est-ce qu'au fil des ans, vous avez senti cette préoccupation monter sur le continent? Oui, mais enfin, moi, je me souviens, par rapport à toutes ces questions environnementales, aux rencontres photographiques de Bamako, c'était en 2011, elles étaient placées sous le signe de l'environnement et il y avait déjà de jeunes artistes et photographes qui sensibilisaient par leur travail des personnes sur la montée des eaux. On a vu des villages au Ghana, sur la pollution pétrolière dans la région du Delta. Tous ces sujets étaient déjà abordés par le travail des artistes. Par exemple, les déchetteries au Ghana, je me souviens d'un artiste burkinabé. Donc petit à petit, je pense que ça fait son bout de chemin. Et est-ce que ça fait son chemin aussi dans l'esprit des dirigeants, Sédic? En tout cas, en Afrique, aujourd'hui, la question climatique n'est pas une option, c'est une obligation. Quand on prend le cas du Sahel, il est clairement établi que du fait du changement climatique, il y aura 12 à 13 millions de pauvres supplémentaires si on ne prend pas garde, si on ne fait pas de l'adaptation au changement climatique. On peut peut-être aussi rappeler, d'ailleurs, on va peut-être voir les images des inondations importantes en ce moment dans les deux Congos. Oui, et ces inondations, les chocs climatiques en Afrique font reculer le développement, puisque les chocs climatiques détruisent des infrastructures. Les aéroports, les routes, les écoles, tout ça sont détruits par les chocs climatiques. Donc pour l'Afrique, l'agenda climatique est une sorte d'obligation et les autorités sont obligées d'en prendre conscience. Et même si elles ne le font pas, ce qui est important, comme vient de dire Lise-Laure, c'est que la société, les gens commencent à prendre, quand votre champ est détruit complètement par la pluie, ou comme on a pu le voir en Afrique australe où les inondations ont fait déplacer des milliers de personnes, c'est clair qu'il y aura une pression sur les autorités pour que ce soit à leur agenda. Temps fort attendu peut-être sur la question climatique pour 2024? Oui, il y a des rendez-vous traditionnels, la COP, il y a aussi aujourd'hui, et ce qui est important, on a pu le voir avec les sous-régions, l'Afrique centrale, avec autour du sommet qu'il y a eu à Brazzaville, l'Afrique de l'Ouest aussi, où on essaie, je pense que cette organisation fait que cette dynamique de cet agenda climatique va se poursuivre et va s'imposer pendant cette année 2023. Alors, je voudrais qu'on regarde ensemble une vidéo. Lise-Laure, Sédic, c'était le 25 novembre 2023, c'était en région parisienne. L'artiste congolais Fally Ipupa faisait salle comble pour son concert à l'Accor Arena, La Défense. 40 000 personnes, peut-être qu'on va voir les images tout de suite. Voilà, Fally Ipupa dans la plus grande salle d'Europe. Concert à l'Accor Arena. Alors, Sédic, vous qui êtes plutôt un analyste politique, qu'est-ce que ça vous inspire, ces images?
Oui, je pense que d'abord, il y a la satisfaction que ce concert ait pu se tenir. Pendant une bonne période, les tensions politiques ont fait qu'il n'y avait pas les résistants ou les combattants empêcher la tenue de grands concerts comme celui-là. Et le fait que autant de personnes aient pu se déplacer, moi, me donne espoir qu'on puisse construire autour de la culture africaine une industrie, comme aux États-Unis.